De retour sur le plateau de la tranche info sur Canal 10. Place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, je reçois Maître Gladys Asakia Democrite. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous avez fait parvenir effectivement une communication relative à certaines situations que vous rencontrez dans les tribunaux de Guadeloupe, qui vous opposent effectivement à des personnes venues d'ailleurs, comme vous dites. On peut y aller directement, venues d'Hexagone pour la plupart, n'est-il pas? Que s'est-il passé, Maître Démocrite? Pourquoi pousser ce coup de gueule? C'est une réalité quotidienne et je souhaiterais que cette réalité quotidienne fasse débat en notre sein, au sein de nos familles, que nos élus prennent à bras le corps ce sujet et qu'ils demandent des comptes au ministre de la Justice de façon à ce qu'il y ait une justice qui soit rendue par des personnes qui fassent preuve de beaucoup moins de condescendance, de beaucoup plus d'humanité envers nous. Alors évidemment, je ne parle pas de l'ensemble des magistrats. Il y a une minorité de magistrats qui font bien leur travail, qui essayent de le faire en pesant le pour et le contre, qui essayent de le faire en faisant en sorte qu'il y ait un minimum d'humanité qui rentre dans leurs décisions, mais ces personnes sont trop peu nombreuses. Et me semble-t-il... Vous parlez de minorité, carrément. Pour moi, c'est une minorité, oui. Oui, c'est une minorité. Elles sont trop peu nombreuses et surtout, elles sont happées par un système parce que ce que j'essaye de dénoncer, c'est une façon de faire la justice en Guadeloupe qui se veut systémique parce qu'elle est faite en grande majorité par des personnes certes venues d'ailleurs, mais qui ne nous connaissent pas sociologiquement, qui ne s'intéressent pas forcément à ce que nous sommes, qui ne nous comprennent pas et qui nous jugent empreints de leurs préjugés de toutes sortes. Et cela se ressent dans la façon dont les décisions sont rendues. Alors, il y a un cas particulier que vous avez porté à l'attention des médias et donc du public. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu cette affaire? Que s'est-il passé? Alors, ce cas particulier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et j'ai pléthore d'anecdotes. Mais là, j'ai dû pousser ce coup de gueule. Pourquoi? Parce que nous avons une jeune femme enceinte et détenue, dont la grossesse est difficile. Pour rien vous cacher, à l'heure actuelle, elle est mise sous perfusion parce qu'elle a eu des vomissements intempestifs, certains vomissements avec rejet de sang, et ce n'étaient pas des petits rejets de sang. Et ça, pendant un certain temps, il a fallu qu'elle pousse un coup de gueule pour qu'on puisse essayer de faire quelque chose. On l'a mise sous perfusion. Mais au-delà de ça, on n'a pas fait d'examen particulier, on ne s'est pas intéressé à savoir mais pourquoi elle est à ce point affaiblie. Et elle est détenue, et depuis qu'elle est détenue, sa grossesse se passe difficilement. Elle a peur de perdre son bébé. Et il a fallu là qu'on fasse une action devant le tribunal administratif pour qu'on puisse lui donner les soins appropriés à son état. On attend le résultat demain, et pour qu'on puisse lui donner son dossier médical, parce qu'à ce jour, elle ne sait même pas ce qu'elle a exactement et pourquoi sa grossesse se passe si mal. Et si sa grossesse se passe si mal et si elle a un risque de perdre son enfant, c'est parce qu'il y a eu, à un moment ou à un autre, voire plusieurs magistrats qui ont décidé de la mettre en détention et qui ont décidé de la mettre en détention en connaissance de cause, sans peser est-ce que cette mise en détention était adéquate par rapport à la situation. Est-ce que, par exemple, on ne pouvait pas la mettre sous bracelet électronique tout simplement le temps de l'enquête, et si son état en tant que femme enceinte malade, encore une fois, elle est sous perfusion à ce jour, au moment où je vous parle, en tant que femme enceinte malade, est-ce que, en tant qu'un juge qui essaye de faire les choses correctement, qui essaye de juger en toute humanité, est-ce que là, dans ce cas-là, la décision de la mettre en détention était une décision juste? Je ne le crois absolument pas. Pour vous, il y a une inadéquation entre l'erreur qui a été commise, donc la faute qui a été commise, et la peine qui a été demandée. Alors, dans ce cas précis, cette femme, elle n'est pas encore jugée. D'accord. On est dans une enquête qui d'ailleurs n'est basée que sur des ragots, mais je ne vais même pas rentrer dans le fond de ce dossier. Mais au-delà de ça, elle n'est pas encore jugée, tout simplement. Donc on est en détention provisoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir mener cette enquête sereinement, alors que cette femme est enceinte, qu'elle est malade et que la vie de son enfant est en danger?
C'est la question que nous nous sommes posée, c'est la question que nous avons posée à ces magistrats, et on est face à des murs d'incompréhension. Il y a un nouveau juge d'instruction, un nouveau président de la chambre de l'instruction, Abasser, qui vient d'arriver, et qui est dans une posture d'inhumanité terrible, parce que là, demain, nous avons une audience à nouveau pour une demande de mise en liberté en raison de cet état. Quand même, cette femme est sous perfusion, mais il n'a pas jugé utile, par exemple, de la faire comparaître. Donc demain, on va se retrouver à avoir une audience sur la mise en liberté de cette femme, mais il ne trouve pas ça utile, ni de la voir, de voir en réalité quel est son état, ni même de l'entendre sur le fond du dossier. Mais peut-être qu'on a affaire à effectivement une certaine rigidité de la part des magistrats, mais pas forcément effectivement une différence de traitement par rapport aux origines. Alors, pour être honnête, j'ai des confrères qui viennent de temps en temps plaider ici, qui viennent de France ou d'ailleurs, et qui sont choqués à la fois de la sévérité et de la façon même dont nous sommes traités, nous, en tant qu'avocats, mais surtout D'accord. les justiciables. Ils sont choqués, ils se posent même la question de leurs compétences. Moi, je ne vais pas jusque-là. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a, oui, une différence de traitement entre les justiciables guadeloupéens et les C'est justiciables. palpable, c'est C'est réel. palpable et c'est réel. Et cette différence de traitement, elle est dans un territoire où certaines personnes ont le sentiment, surtout, excusez-moi, dans certains milieux policiers ou dans certains milieux gendarmes, où on a des enquêtes qui sont menées d'une certaine façon avec des juges d'instruction qui soutiennent ces façons de faire, où vous avez par exemple dans des enquêtes des synthèses qui sont faites et qui sont en réalité des fausses, c'est-à-dire qu'on est en train de modifier des éléments de l'enquête, on essaie de faire une synthèse, mais on modifie un terme ou on modifie un élément. Comme personne ne va lire le dossier en entier, on reste sur une synthèse qui a été orientée de toutes pièces et tout le monde justifie cela. Surtout que ces synthèses sont faites par des gens qui, pour la plupart, et qui sont validés, pour la plupart, ne comprennent pas le créole. Et quand vous avez des écoutes qui sont en créole, retranscrites en français, mais sans que les personnes puissent comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel tout ça a été dit, eh bien, on peut arriver à des montagnes d'ignominie dans la façon d'interpréter ce qui est dit, et alors entre la réalité de ce qui se fait et de ce qui est du dossier et la façon dont les magistrats, les procureurs, les juges d'instruction ont monté le dossier, on a une distance effarante. Et ça, c'est une façon de faire la justice ici et qui n'est pas la même ailleurs qu'ici. Est-ce que les magistrats ou certains magistrats ici en Guadeloupe reconnaissent également cet état de fait, sachant qu'on a assisté par exemple à la rentrée du tribunal administratif à Basse-Terre. On a eu des nouvelles nominations. On a un nouveau procureur aussi qui est arrivé sur Pointe-à-Pitre. Les personnes récemment nommées parlent d'une justice qui serait plus adéquate. On a présenté ces sujets il y a quelques jours à peine. Une justice qui serait plus adéquate, plus à l'écoute de la population guadeloupéenne. Donc est-ce qu'ils ont conscience effectivement de cette problématique du fait qu'on ne prenne pas la personne dans son entièreté, à savoir effectivement la personne physique, mais aussi la personne intégrée socialement? Moi, je vous le dis, j'ai absolument pas ce sentiment. Encore une fois, il y a une minorité de magistrats qui font bien leur travail et qui sont, à mon avis, pas du tout mis en avant, qui sont même embourbés dans ce système, décriés, pointés du doigt, quelquefois quand ils essayent de faire preuve d'humanité. J'ai un dossier, par exemple, où j'ai un client qui a été mis en détention alors même qu'il y avait une expertise psychiatrique indiquant qu'il y avait un risque de tentative de suicide. D'accord ? Donc, on a une expertise qui dit qu'il y a un risque de tentative de suicide, donc une incompatibilité avec la détention. Et malgré tout, on trouve un magistrat, un procureur qui soutient la demande en mise en détention et un magistrat qui le met en détention. Il va en détention, il fait cette tentative de suicide. D'accord ? On essaye de le sortir de l'âge, on fait toutes les démarches pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse enfin sortir, parce qu'il y a une expertise encore médicale qui dit qu'il est incompatible avec la détention. Eh bien, le procureur, les magistrats, le parquet s'oppose à cela, alors même qu'il a failli mourir.
Donc, on a trouvé une solution pour le mettre en hôpital psychiatrique pendant un certain temps, mais là, il est retourné en détention et on est en attente d'une décision. Et certains magistrats font tout pour pouvoir faire en sorte que on puisse trouver une solution, mais en même temps, il y en a d'autres qui s'y opposent et vous avez ce manque d'humanité. Qu'est-ce qu'on attend ? Vraiment qu'ils mettent fin à ces jours ? C'est ça qu'on attend ? Tout comme pour cette jeune femme, on attend vraiment qu'elle fasse une fausse couche. C'est exactement ce qu'on attend ou quoi ? Et si nous, les avocats, nous ne sommes pas là pour essayer de se battre chaque jour, déjà, c'est un travail qui nécessite de se battre sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain, eh bien, on arrive à des situations humaines particulièrement désastreuses. Alors, évidemment, ça nous arrive d'avoir certains résultats, Dieu merci, mais à quel prix et au bout de quel combat pour pouvoir faire comprendre des choses qui nous semblent évidentes à certains magistrats parce qu'ils manquent encore une fois d'humanité, qui font preuve de condescendance et de mépris tout simplement à notre égard. Peut-on dire qu'il y a deux camps dans la justice guadeloupéenne et de deux couleurs différentes? Alors oui, il y a une question de couleur, ça c'est une réalité. Il y a une question de couleur et ça se voit quand on est dans des dossiers, notamment par exemple dans des dossiers juge aux affaires familiales où vous avez un parent qui est guadeloupéen et un parent qui vient de France. Il y a une disparité. Il y a des dossiers où une mère guadeloupéenne est privée d'autorité parentale parce qu'elle a fait une erreur en essayant de vouloir ramener son enfant et elle n'aurait pas dû le faire, certes, mais elle n'a pas eu d'acte contre l'enfant. Elle a juste eu un moment où elle a perdu un petit peu ses moyens et elle a voulu ramener son enfant sans l'autorisation du papa qui venait de France. Et pour le coup, là, perte de son autorité parentale de façon quasi définitive. Entre-temps, le père lui a confié l'enfant pendant un certain temps, mais malgré tout, il a repris l'enfant puisqu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Malgré tout, on maintient le fait qu'on ne veuille pas lui donner son autorité parentale parce qu'elle a fait cette erreur, déjà d'être une mère guadeloupéenne avec un père français, et cette erreur de ne pas faire en fait ce que le papa voulait. Alors que quand vous prenez des situations inverses avec la maman et le papa qui se retrouvent, oui, dans ces situations inverses, le papa qui est, la maman qui est française ou le papa qui est guadeloupéen et que vous avez des difficultés, ben, on se rend compte qu'à chaque fois, certains en tout cas, ont toujours des décisions qui sont positives ou trop désavantagées parce qu'il y a une question de couleur. Donc ça, évidemment, la couleur a son rôle à jouer, mais au-delà de la couleur, c'est l'incompréhension de ce que nous sommes et la volonté de nous imposer une façon d'être, une façon de se comporter. Et dès lors qu'on ne rentre pas dans ce cadre-là, eh bien, on vous le fait comprendre. Mais quand vous parlez d'incompréhension de ce que nous sommes, effectivement, il y a des spécificités à prendre en compte, notamment sur la langue pour pouvoir bien se comprendre finalement. Mais est-ce qu'on ne juge pas tout simplement des êtres humains ? On n'est pas, techniquement, la justice n'est pas censée regarder la couleur, on est censé juger uniquement des êtres humains. Oui, mais c'est ce qui, déjà, moi, de façon peut-être un peu naïve, quand je pensais à la justice plus jeune, pour moi, un magistrat, c'était quelqu'un qui faisait preuve de sagesse, qui devait équilibrer les choses et qui devait faire en sorte que la décision puisse apaiser déjà la société et apaiser les personnes qui sont en conflit. Donc, quand vous condamnez une personne à 5 ans de prison, à 10 ans de prison, à 15 ans de prison, à 20 ans de prison, vous devez sous-peser les conséquences de cette décision dans la vie de cette personne. Au-delà du dossier, vous devez sous-peser quel impact que ça aura, qu'est-ce que ça va générer et est-ce que cette décision est en cohérence et en équilibre avec les éléments que vous avez dans le dossier. Certains magistrats se contentent juste de faire des copier-coller de ce que le procureur a décidé. Et donc, à partir de là, vous êtes dans quelque chose qui a déjà été prédécidé. Donc, il faut encore une fois se battre. Ça arrive d'avoir des résultats, et Dieu merci. Mais à quel prix ? Parce que vous devez démontrer à chaque fois des choses qui, à mon sens, n'ont pas à être démontrées. De faire preuve d'humanité, d'essayer de comprendre les situations. On parlait de difficultés de la langue.
il y a par exemple une phrase qui arrive souvent quand on est poursuivi. On vous demande est-ce que vous reconnaissez les faits ? Et c'est une phrase que certains Guadeloupéens ont du mal à comprendre, en fait. Est-ce que vous reconnaissez les faits ? C'est en gros, est-ce que l'infraction qui vous est reprochée, est-ce que vous la reconnaissez ? Et certains la comprennent de façon différente. Une fois, j'avais discuté avec mon client, il ne reconnaissait pas les faits, il ne reconnaissait pas l'infraction qui lui était reprochée. Et quand on lui dit « reconnaissez-vous les faits ?», lui, il a compris « est-ce que vous connaissez, en fait, de quoi on parle ? Est-ce que vous connaissez les faits dont on parle ?» Donc, il a dit oui. Et je dis au juge, manifestement, il n'a pas compris votre question parce que je sais qu'il ne reconnaît pas l'infraction. Et d'ailleurs, quand il s'exprime par la suite, puisqu'il dit oui, mais après il explique ces dénégations. Le magistrat m'a indiqué qu'il n'allait pas changer, il n'allait pas reposer la question, il n'allait pas changer ce qui avait été dit, parce qu'il estimait qu'il a parlé en français à quelqu'un et que la personne a répondu en français. Est-ce que la personne a compris ce qu'il a dit et est-ce que la réponse était en cohérence avec ce qu'il a dit ? Ça ne l'intéressait pas. Il a parlé, il est en France. Il est sur un territoire français qu'il considère comme français. Il parle en français, la personne répond en français. Est-ce qu'elle a compris ? Ça ne l'intéresse pas. C'est tout. Il fait son travail, mais d'une façon, encore une fois, en manquant d'humanité. En manquant d'humanité. Il n'y a pas de... On a souvent eu ce cas-là, notamment lors de procès de syndicats qui n'ont pas manqué de le mettre en exergue, justement sur la compréhension mutuelle. Il n'y a pas de traducteur, on se pose la question. Bien sûr qu'il y a des traducteurs. Donc c'est le tribunal qui fait appel au traducteur quand il le souhaite. Oui, non, mais en fait, pour faire appel à un traducteur, il faut déjà ne pas lire et écrire en français. Donc, si vous ne lisez pas et si vous n'écrivez... En cas d'illettrisme. Pas forcément en illetrisme. Si, par exemple, vous êtes anglophone, vous ne lisez pas et vous ne comprenez pas le français. Donc, effectivement, on va faire appel à un traducteur. Mais si vous lisez, vous comprenez, si vous lisez, et si vous déclarez, parce qu'il y a aussi cela... Vous avez un certain nombre de Guadeloupéens qui ne vont pas oser dire qu'ils ne comprennent pas, ou qui ne vont pas oser dire que même s'ils lisent, ils savent lire le mot, mais ils ne comprennent pas ce qui est écrit, parce que ce sont des termes qui sont juridiques, qui sont extrêmement complexes, qui sont des termes techniques, et qui n'ont pas forcément le vocabulaire pour comprendre ce qui est dit. Et ils n'osent pas l'exprimer. Mais... ça se ressent quand vous êtes face à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est dit. Et donc, le magistrat devrait d'abord chercher à savoir s'il est bien compris de la personne qui est en face de lui, pour ensuite savoir si, quand la personne répond, que la réponse soit en phase avec la question qui a été posée. Et pas simplement, on remplit un PV avec des questions et des réponses sans même se poser la question, mais est-ce qu'on était dans un dialogue ? Donc pour vous, les tribunaux ici en Guadeloupe, ce serait plus des usines à condamnation qu'autre chose ? En grande partie, on a le sentiment que... vous connaissez cette expression, cette anecdote, si tu ne sais pas pourquoi tu bats ta femme, elle sait pourquoi. Mais on a un peu le sentiment que, on va condamner les uns et les autres. Alors, même si on n'a pas vraiment les éléments dans ce dossier-là, mais vu son profil, vu le casier judiciaire qu'il a, même si on le condamne pour ça, on n'a pas vraiment les éléments. C'est bon parce qu'il y a d'autres choses qu'il a dû faire, mais on le condamne aussi par défaut pour ce qu'il aurait pu faire du fait qu'il est ce qu'il est. Et ça, c'est un sentiment qui vous met une forme de rage au cœur parce que, en réalité, beaucoup de justiciables guadeloupéens, dès lors qu'ils commencent à faire face à la justice, ils sont choqués. Ils sont choqués de la façon dont ils sont traités. Ils sont choqués de la façon des questions qu'on leur pose. Par exemple, vous êtes poursuivi pour vol, pour je ne sais pas quelle infraction. Et on va vous demander, vous déclarez avoir tant d'enfants, on va vous demander si vous les avez reconnus. Et si vous ne les avez pas reconnus, on va vous faire des petites remarques pour vous dire, mais pourquoi vous n'avez pas reconnu vos enfants ? Mais je ne vois pas le rapport avec une infraction qui a été commise. On essaye de vous faire comprendre qu'en gros, vous n'êtes pas tout à fait suffisamment civilisé puisque vous ne reconnaissez pas les enfants que vous déclarez avoir. Mais quand un homme déclare avoir un enfant, déjà... ça veut dire qu'il l'assume et qu'il le reconnaît. Qu'il l'ait civilement reconnu ou pas, ça c'est une autre histoire. Et ça n'a rien à voir avec une infraction, à mon sens. C'est un propos qui n'a rien à voir dans le débat.
Donc, pour vous, les petits préjugés comme ça, les petites mais ça, tendances un petit peu, ça c'est au a quotidien, tendance ça. à ressortir souvent. C'est au quotidien. C'est au quotidien. Et de façon même, sans même que les uns et les autres s'en rendent compte. Ce qui est difficile, en fait, et moi, j'ai envie de lancer cet appel, vraiment éviter d'avoir affaire à cette justice-là. Si vous pouvez éviter de vous retrouver face à cette justice, faites-le, parce que vous ne serez pas jugé pour une grande partie d'entre vous. Encore une fois, il y a des magistrats qui font très bien leur travail, mais vous ne serez pas jugé comme vous devriez l'être, avec les valeurs d'impartialité, avec les valeurs d'humanité, d'équité qui devraient soutenir cette justice. Donc moi je dis, fuyez la justice, cette justice-là, faites en sorte, et c'est dommage. Et j'ai un deuxième message à faire passer. J'ai envie de dire à notre jeunesse, ceux qui le peuvent, ceux qui le souhaitent, mais investissez ces métiers de magistrat, investissez ces métiers de magistrat et revenez au pays pour qu'on ait une justice qui nous ressemble et qui permette à ce justiciable d'être compris de ceux qui les jugent. Mais c'est quand même étrange et étonnant qu'on manque autant de magistrats, en fait. Moi, ça m'a toujours surpris, effectivement, puisqu'en volume, clairement, quand on s'installe dans les tribunaux, des artistes ont eu l'occasion d'en parler, beaucoup de gens ont eu l'occasion d'en faire référence. C'est vrai qu'on voit une espèce de déséquilibre entre, on va dire, les Guadeloupéens, on va dire entre guillemets, et des personnes qui seraient venues de France hexagonale. Mais vraiment, on n'a pas de retour, il n'y a pas de jeunes Guadeloupéens qui partent faire des études de magistrature et qui sont en capacité de revenir pour être juge, procureur, on ne sait pas, un peu de tout. Moi, à mon sens, il y a des Guadeloupéens qui passent l'ENM et qui, donc le diplôme pour être magistrat, et qui sont magistrats. Simplement, il me semble, une volonté politique que cette justice reste telle qu'elle est. C'est une réalité aussi. Quand vous allez dans des salles d'audience, c'est toujours frappant de vous rendre compte que ceux qui sont toujours, parce qu'ils sont aussi assis au-dessus, ceux qui sont assis au-dessus sont toujours... sont toujours les mêmes, avec, pour une grande partie d'entre eux, ce regard condescendant, ce mépris, cette façon de vous juger, et cette façon de ne pas prendre en compte des aspects strictement humains. Il me vient à l'esprit un client que j'ai fort heureusement réussi à libérer, qui se retrouvait dans une affaire. Il était mis sous écoute depuis des mois. Il était sa voiture était sonorisée depuis des mois, et on le soupçonnait d'avoir repris un trafic de drogue et d'armes. Au-delà de ça, on n'avait pas beaucoup d'éléments, malgré cette sonorisation et cette mise sous écoute pendant des mois. Mais ce qui était frappant, c'est qu'il venait tout juste d'être papa. Son enfant venait de naître, il avait à peine 8 jours. Il venait aussi de faire un crédit pour pouvoir, puisque bébé arrivait, il a acheté une nouvelle voiture pour pouvoir s'occuper de cet enfant. Et alors que donc ces gens qui sonorisaient et donc qui l'écoutaient le savaient que bébé arrivait, savaient qu'il avait pris un crédit et que la première échéance allait bientôt tomber. Et c'est pile à ce moment-là qu'on décide de l'arrêter, qu'on décide de le mettre en détention provisoire, et face à un juge d'instruction qui était obligé quand même de lui dire « Non, mais c'est pas de la cruauté, monsieur. Sachez que nous ne sommes pas cruels, mais c'est le calendrier de l'affaire. » Quel calendrier de l'affaire ? Au final, on a réussi à le faire sortir de là parce que, heureusement, il y a eu... ça fait partie de ces magistrats qui a pu dire « Non, mais écoutez, il n'y a aucun indice grave et concordant pour mettre cet homme en détention. Surtout dans ce contexte-là, c'est un jeune père, il a un travail, il se lève tous les jours très tôt, le matin. Vous n'avez aucun élément pour pouvoir le détenir parce que vous êtes dans vos délires en réalité. Mais en attendant que vos délires puissent être prouvés, on va le laisser libre et on va faire en sorte qu'il puisse conserver son travail, qu'il puisse payer son crédit et qu'il puisse profiter de cet enfant qui vient de naître. Mais on en est là à se battre pour des choses qui, à mon sens, on ne devrait pas se battre pour ça. On devrait se battre pour... écoute, s'il y a des éléments concordants, des indices graves et concordants, on va discuter sur le fond de ces indices graves et concordants. Mais on n'est pas là à discuter... Vous êtes avocate, vous n'êtes pas contre le fonctionnement de la justice. Exactement, mais là, on est dans des personnes qui
Et bien souvent, certains ont du mal à reconnaître leur tort. Donc, ceux qui ne reconnaissent pas la vérité ne devraient pas, à mon sens, juger. Et donc, dès lors qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés dans une certaine interprétation, ils vont quand même persister jusqu'au bout, alors même que le dossier ne tient plus. Mais comme il y a une espèce de... je vous parlais d'un système, les uns se tiennent les uns avec les autres, eh bien... même s'il n'y a plus rien qui soutient ce dossier, eh bien vous aurez des copier-coller de décisions sans pour autant qu'on se remette en question, sans pour autant qu'on reconnaisse qu'on s'est trompé. Ça peut arriver. Et moi, sur ce, avant de se quitter, je rajouterais effectivement qu'on a le cas des grands frères, puisqu'il y en a certains qui sont incarcérés jusqu'à maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, et on n'a aucune nouvelle de cette affaire. On n'a pas d'idée sur les avancées d'enquête, on n'a pas de date de procès, on n'a strictement rien, mais on a des hommes qui sont enfermés effectivement depuis bientôt 2 ans, et en plus à 8000 km de chez eux. En tout cas, merci beaucoup, Maître, d'être venu effectivement sur ce plateau nous parler effectivement de ce qui se passe dans les tribunaux. On a beaucoup d'échos de ce type, mais c'est vrai que c'est très rare qu'on ait des témoignages clairs et précis. Donc merci effectivement de nous éclairer sur ce genre de situation. Merci de m'avoir écouté. On se quitte pour une page de pub et on revient en plateau.